880 000 francs CFA, c'est le salaire mensuel des députés de la transition. Une réduction faite selon le bureau du CNT au regard des réalités du moment. Le montant d'1 700 000 francs CFA annoncé par certains n'est pas vrai selon les responsables du CNT qui ont animé un point de presse sur la question pour éclairer l'opinion nationale. Les réfugiés maliens au Burkina, candidats au retour volontaire, ont le feu vert du Mali, du Burkina et du HCR. Un accord tripartite permet d'accompagner ce retour dans de meilleures conditions. Et puis la route a tué plus de 300 personnes en 2014 au Burkina Faso sur plus de 1300 cas enregistrés, d'accidents enregistrés. Les chiffres sont en baisse, bien sûr, comparés en 2013, mais la gendarmerie nationale qui a fait le point des accidents de la circulation invite les usagers à plus de civisme et au respect du code de la route. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. C'est donc la guerre des chiffres autour des émoluments des députés de la transition. d'1 053 000 francs CFA. On a annoncé 1 778 000 francs CFA, mais désormais le salaire mensuel des membres du Conseil national de la transition est de 880 000 francs CFA. C'est ce que vient d'annoncer officiellement le bureau du CNT aux hommes de médias. Les responsables du CNT ont tenu à lever la polémique autour de ces émoluments. Nous suivons ici Bouma Ernest Nibier sur les détails de cette rencontre avec la presse. Le CNT a revu à la baisse les émoluments des députés de la transition. d'1 053 000 francs CFA comme salaire mensuel pour chaque député. Ce montant, selon le premier vice-président de la dite institution, a été ramené à 880 000 francs CFA, une réduction qu'il a justifiée au cours de cette conférence de presse. Convaincu que le sacrifice des martyrs a été fait au service d'une meilleure gouvernance et d'une refondation des valeurs et principes démocratiques de notre pays, nous, membres du Conseil national de la transition, avons décidé de renoncer à nos indemnités spéciales de session et de servir en lieu et place des émoluments un montant mensuel unique après impôt de 750 000 francs CFA et une dotation en carburant de 130 000 francs CFA. Le CNT est conscient qu'il existe par le peuple et pour le peuple. Au cours d'une émission de la RTB, un député de la transition avait estimé le montant de ces émoluments à 1 700 000 francs CFA, un montant que le présidium a qualifié d'injuste. Aucun membre du CNT n'a touché pour le mois de décembre 1 778 000 et quelques. Aucun membre, aucun. Donc, si le député a pu, disons, faire cette déclaration, plus tard, lui-même, il est revenu sur ça en disant qu'il n'avait pas, il n'était pas informé, il a pris les enveloppes, il n'avait pas tout vérifié, il ne savait pas c'était quoi. À la question de savoir combien chaque député a touché comme salaire à la fin de ce mois de décembre, les journalistes ont été invités à faire un long calcul avec le questeur. La somme de base, c'est 753 560. Maintenant, à cette somme, devaient s'ajouter des indemnités, autres avantages, qui étaient calculés à 150 000. 150 000 sur un montant anciennement servi de 300 000. Je vais dire que pour décembre, il s'agissait de deux éléments. Le premier élément, qui était donc de 753 000 et le deuxième élément qui était de 150 000 correspondant aux frais médicaux et aux prises en charge donc, de subventions sociales. Donc c'est un montant de 100 000. Donc frais médicaux 75 000, prise en charge de frais sociaux 100 000. C'est ça qui fait les 175 qui est venu s'ajouter aux 753 000 qui a été servi. Et l'ensemble de ces montants ont fait simplement l'objet par rapport à la période d'un rappel de 4 jours et c'est cela qui donne un montant global d'environ, pour tous les députés, 928 000 et quelques, y compris donc les éléments que je viens donc de vous donner. Et ce sont ces montants, plus le carburant qui a été donné. Le carburant qui a été donné en décembre est de 230 000.
Selon le premier vice-président du CNT, ces émoluments d'un montant total de 880 000 francs CFA ont été choisis en tenant compte d'un certain nombre de charges. Il a par ailleurs signifié qu'en dehors de ces émoluments, les députés n'ont pas d'autres avantages, contrairement à ce que pensent certains. Cette question des émoluments des membres du Conseil national de la transition s'est invitée sur la table des discussions à la 5e session du secrétariat exécutif national de l'Union pour le progrès et le changement. Pour l'UPC, c'est un salaire qui doit être revu à la baisse. Des précisions avec C. Sylvestre Da. C'est désormais connu, l'émolument des députés de la transition est de 1 778 000 francs CFA par mois. L'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, qui a un représentant au CNT, trouve que ce salaire doit être revu à la baisse. C'est l'avis du peuple qu'il faut prendre en compte. Nous pensons que même en temps normal, les députés, parce que j'étais à la législature sortante, nous n'avions jamais eu 1 700 000 francs comme salaire. Alors aujourd'hui, dans un contexte donc de cherté de vie, dans un contexte d'après insurrection, nous pensons qu'effectivement, il était raisonnable que les députés de la transition puissent revoir en baisse. Et de deux, les conditions ne sont pas les mêmes. Parce que nous disons que quand vous prenez un député élu qui a une circonscription de base, qui doit retourner dans sa localité et autres, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui a été désigné au niveau donc, de Ouagadougou, parce que pour la plupart des gens à Ouagadougou ici. Et donc vous comprenez que visiblement, nous sommes pour que les émoluments soient revus à la baisse. De même que l'UPC estime que le CNT doit revoir les émoluments de ses membres, le parti estime que le CNT doit réaménager les traitements des membres du gouvernement et des plus hautes autorités du Burkina, de sorte à les adapter avec les réalités du moment et les aspirations du peuple. Et de conclure que ces salaires devraient faire l'objet de communication dans un souci de transparence. Autre point à l'ordre du jour de la 5e session du secrétariat exécutif national de l'UPC, l'organisation des prochaines élections au Burkina Faso, couplage des élections, vote des Burkinabés de l'étranger sont autant de questions qui ont été abordées par Zéphirine Diabré et son bureau. Nous suivons toujours C. Sylvestre Da. Le président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, mobilise ses généraux pour les batailles électorales à venir. Une première rencontre de l'année du secrétariat exécutif national, mais la 5e du genre, consacrée à l'élaboration des directives pour mettre en marche la machine électorale de l'UPC. Nous avons eu la semaine dernière une rencontre avec le chef de l'État qui nous a donné un peu la vision du gouvernement par rapport donc, à l'organisation des élections. Et nous pensons que c'est opportun, dans le cadre donc, de ce scène-là, de pouvoir donc, en discuter et de voir quelle doit être la position du parti par rapport à cela. Et en même temps, jeter les bases donc, pour donc, cette organisation. Le gouvernement annonce les élections pour novembre prochain. Et alors que l'opportunité du couplage de celle-ci fait débat au sein de la classe politique, l'UPC, elle, réaffirme sa position. Nous avions dit que nous étions pour le couplage des élections présidentielles et législatives et nous pensons que nous allons dans le même sens que le gouvernement. Maintenant, pour ce qui est des élections municipales, nous avions dit qu'elles pouvaient être décalées compte tenu un peu des dossiers que la transition a à gérer. Pour ce qui est du vote des Burkinabés de l'étranger, l'UPC estime qu'il est important de bien faire les choses et que la crédibilité des élections doit primer. Nous ne voulons pas qu'il y ait une exclusion d'un seul Burkinabé dans le cadre des consultations. Mais il faut tenir compte des réalités également du moment. Parce que nous savions que si même nous avions posé un certain nombre de conditions qui étaient donc l'organisation de ce scrutin au niveau de l'étranger, notamment avec la délivrance des cartes consulaires que vous aviez connues, qui a créé beaucoup de problèmes. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est véritablement, et nous sommes d'accord avec le gouvernement, difficile que dans un délai de 2-3 mois, on puisse refaire tout ce système-là et pouvoir donner une véritable élection qui soit crédible. Toutes ces questions en rapport avec les enjeux électoraux de 2015 au Burkina seront rediscutées au cours de cette rencontre par les membres du secrétariat exécutif national de l'UPC. Rencontre à l'issue de laquelle ils vont se déployer sur le terrain avec la mission de remporter impérativement des victoires. Le mouvement du peuple pour le progrès, lui, est allé à la rencontre des jeunes dans le Yatenga ce samedi pour une concertation autour du rôle de la jeunesse dans les stratégies du parti pour les échéances électorales de novembre 2015. Nous suivons le compte-rendu de cette assemblée provinciale du MPP avec Korotimi Kagone.
Le MPP, Mouvement du peuple pour le progrès, a tenu une assemblée provinciale afin d'offrir un cadre de concertation et d'échange aux jeunes du Yatinga. Ces échanges ont porté sur le thème « Rôle de la jeunesse dans les stratégies du parti pour les échéances électorales de novembre 2015 ». Les stratégies de mobilisation au niveau du Yatinga seront livrées au niveau national, qui seront transmises au niveau du parti pour appréciation, et ces stratégies seront appliquées lors des échéances électorales. Tous nos bureaux sont validés à 100%. Nous attendons rien que les élections en 2015 pour démontrer la part de la jeunesse pour la contribution à la victoire finale. Au cours de cette rencontre, 1 minute de silence a été observée à l'endroit des disparus de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Ce parti exhorte ses militants à continuer le combat. La jeunesse du MPP, c'est ça. C'est-à-dire, on n'attend pas quelque chose de quelqu'un pour faire quelque chose. C'est notre avenir qui est dans notre main. Et si notre avenir est dans nos mains, nous devons lutter pour qu'en 2015, notre président du MPP soit au pouvoir et que le programme du MPP soit appliqué. Le MPP compte organiser bientôt la première convention des jeunes qui se tiendra les 23 et 24 janvier à Ouagadougou. Pour sa première sortie officielle depuis sa création, le mouvement pour la démocratie en Afrique a voulu rencontrer la presse. Il s'agit de se présenter à l'opinion nationale et de décliner ses ambitions pour les futures échéances électorales au Burkina Faso. C'est Adama Koulibaly qui nous présente le tout nouveau parti politique. Le mouvement pour la démocratie en Afrique d'obédience social-démocratie, selon son secrétaire général, ambitionne se lancer dans la conquête du pouvoir d'État. Et cela à travers 3 axes, la promotion de la démocratie, le renforcement de la cohésion et l'unité nationale et la promotion de la famille et de l'enfant. Le MDA entend travailler pour accroître significativement le bien-être économique et social de chaque Burkinabé afin d'impacter le pays dans son ensemble. En somme, le MDA se veut un parti fermement engagé aux côtés du peuple burkinabé pour la conquête du pouvoir d'État en vue de l'instauration d'une société démocratique de justice, de solidarité, d'humanité et de développement socio-économique durable. Et sur la vie de la transition, le parti du Tigre, au regard de son logo, a porté sa lecture. La gestion conséquente et responsable de la crise a permis au Burkina Faso d'éviter un probable chaos et aussi de faire de notre pays un modèle de démocratie. Si cette partie de l'histoire du début de la transition semble acceptable, force est de constater quelques manquements au niveau des organes de la transition. J'en veux pour preuve la composition du gouvernement Zida 1 et les multiples contestations de nomination de ministres. Hier, M. Sagnon, aujourd'hui, M. Guidemde et demain à qui le tour? Peut-être M. Zida lui-même. Le MDA compte surtout se positionner pour les législatives et les municipales, vu que les membres de son bureau exécutif sont frappés par la limite inférieure d'âge pour l'élection présidentielle. Il va s'atteler dans les jours prochains au maillage du territoire avec l'installation des différents bureaux au niveau régional et communal. Autre point de l'actualité, et on parle à présent du rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Burkina Faso, chose qui est désormais possible. Le Burkina Faso, le Mali et le HCR viennent de signer un accord dans ce sens, un accord tripartite qui recommande le respect du caractère volontaire du rapatriement dans la sécurité et dans le respect donc de la dignité de ces candidats au départ. Et pour ceux qui auront choisi de rester et pour les nouveaux réfugiés, le Burkina Faso s'engage à leur garantir asile et protection. Aruna Mari. La crise politique qu'a connue le Mali en 2012 a occasionné le départ d'une partie de la population vers les pays voisins. Au Burkina, le nombre de réfugiés maliens graviterait autour de 30 000, selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces signatures apposées matérialisent ici les bases légales de leur rapatriement volontaire. C'est un accord tripartite scellé entre le Burkina, le HCR et l'État malien. Dans le cadre de cet accord, nous allons leur donner la possibilité de partir librement et volontairement dans leur pays s'ils le veulent. Il n'y a pas de contrainte, mais en même temps, on les rassure la sécurité et la protection telles que prévues par les textes au Burkina Faso. Ceux qui ne veulent pas partir, ils peuvent rester. Ceux qui veulent partir,
On va les aider à rentrer chez eux et on va demander au gouvernement malien, on va les accompagner pour leur réinsertion dans leur pays. Ensemble, ici, nous allons faire le repérage de ceux qui veulent retourner, les aider à s'organiser pour qu'ils retournent et dans les lieux de destination, préparer l'accueil. En sorte qu'en revenant, ils puissent commencer une vie normale en ayant l'autonomie à reconquérir et la capacité de gérer la famille, à restaurer très très rapidement. Ensemble, nous allons essayer de mettre toutes les ressources qui sont à notre disposition pour les aider à reconstituer leur cheptel, mais également pour ceux qui ont perdu leur maison, les aider à réhabiliter leur maison. Et il y aura aussi l'assistance juridique, ceux qui ont perdu des biens, qui pensent pouvoir les récupérer. Nous mettrons une assistance juridique à leur disposition pour qu'ils puissent récupérer leurs biens. C'est une assistance multisectorielle que nous mettrons en place. Pour le suivi des engagements pris par chaque partie, il est envisagé la mise en place d'une commission tripartite et d'un groupe de travail technique au plus tard dans un mois. La première réunion de la dite commission se tiendra le 9 février prochain en terre malienne, ont précisé les parties. Parlons agriculture et sécurité alimentaire à présent. 19 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Banque africaine de développement met à la disposition du gouvernement burkinabé pour le premier projet du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. C'est un projet qui vise à accroître la productivité agro-silvo-pastorale des producteurs les plus vulnérables. Une somme dont la moitié sera sous forme de dons et le reste en prêt. La signature de la convention a été suivie pour nous par Draman Guéné. Après ces signatures, la phase 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel peut démarrer au Burkina Faso. C'est 19 milliards de francs CFA que la Banque africaine de développement prête au Burkina Faso, dont la moitié sous forme de dons. Avec cette enveloppe, le gouvernement entend doter des producteurs agricoles des moyens techniques, matériels et financiers pour améliorer leur rendement. Ce projet va nous permettre de réaliser un certain nombre d'infrastructures rurales, qui sont par exemple des infrastructures d'ordre hydraulique, hydro-agricole, mais également pastorale et forestière. Donc ça, c'est important pour nous parce que quand vous regardez ce qui va être fait, vous avez des barrages, des constructions de barrages. Vous avez des constructions de bassins de retenue d'eau. Vous avez des constructions de magasins. Et vous allez favoriser la production et la productivité agro-silvopastorale, mais également halieutique et même apicole. C'est pour vraiment répondre aux défis d'insécurité récurrente auxquels fait face donc le pays et qui touche particulièrement donc les populations les plus vulnérables. Et donc dans le cadre de ce programme, l'objectif c'est véritablement de tirer parti donc de l'expérience et de tout le potentiel agricole dont bénéficie le pays, mais qui malheureusement compte tenu des changements climatiques et d'autres contraintes ne permet pas donc aux populations d'avoir une production en qualité, en quantité suffisante. Le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sera mis en œuvre en 4 projets de 5 ans. Son projet 1, qui vient d'avoir son budget d'exécution, aura comme impact l'amélioration de la résilience de plus de 500 000 ménages des 78 communes les plus vulnérables au Burkina Faso. Ces communes sont réparties dans 6 régions du pays, à savoir le centre-ouest, le centre-sud, le plateau central, le Sahel et la boucle du Mouhoun. Et avec une enveloppe de plus de 40 milliards de francs CFA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole a pu contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. C'est ce qui ressort du bilan des réalisations du projet dans 5 régions durant l'année 2013. Les responsables du programme ont fait le point de ces activités. Yolande Lompo. Troisième programme d'appui danois au secteur agricole, le programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA tient son 2e comité de pilotage. Le niébé, le maïs, le karité, la gomme arabique, le bétail sont les filières sélectionnées
Et le Royaume du Danemark soutient l'État burkinabé avec une enveloppe de plus de 33 milliards de francs CFA. Nous sommes très contents de voir l'engagement des différents partenaires du programme. C'est un programme assez complexe avec beaucoup de partenaires, des partis nationaux, mais aussi des acteurs non étatiques. C'est un défi pour le programme d'assurer que les activités dans les différentes sous-composantes sont en cohérence. La tenue de cette seconde session devrait permettre aux différents acteurs de définir les orientations pour la mise en œuvre du PCESA et de valider les rapports d'avancement de ces deux composantes. Nous appuyons 5 filières au niveau de 5 régions. Les 5 régions, donc, c'est la région du centre-est, la région de l'est, la région donc, du Sahel, la région du nord et la région du centre-ouest. Et à ce niveau, donc, nous pouvons dire qu'au niveau donc, des régions, nous appuyons essentiellement les collectivités territoriales à travers la réalisation d'infrastructures structurantes pour justement booster la croissance économique au niveau donc, de 5 filières. Et à ce niveau, nous avons pu sélectionner au titre donc, de l'année 2014 près de 89 projets d'infrastructures structurantes au niveau donc, de ces 5 régions-là. D'un montant de plus de 41 milliards de francs CFA, ce programme a une durée de 5 ans et devrait contribuer à une augmentation de la productivité des valeurs ajoutées et des revenus agricoles. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat présente sa lettre de mission à ses collaborateurs en vue d'une mobilisation de tous pour la réussite des missions assignées au département. L'Assemblée générale a permis aussi à Hippolyte Da de recueillir les préoccupations des agents et leurs attentes, et les réponses ne se sont pas faites attendre. Inewalko Janine Kambiri. Un quart de transport pour la mutuelle, une salle d'attente pour les chauffeurs, un plan de carrière et une gestion transparente des dossiers des agents, la restitution de certaines sociétés au MICA, telles sont les préoccupations soulevées par les structures associatives et syndicales au cours de la première assemblée générale du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Les attributions du ministère sont en train donc de s'effriter. C'est-à-dire que pour des raisons donc politiques, nous avons soulevé donc, on a pris pas mal d'exemples pour appuyer donc cela. Ensuite, nous avons donc voulu effectivement qu'il y ait de la promotion au sein donc de ces ministères. Parce qu'il est revenu plusieurs fois que bon, les critères donc de nomination, les agents donc se plaignent. Et il y avait donc la plateforme donc du syndicat qui est donc, nous avons donc demandé à ce que donc on octroie donc un fonds commun aux agents donc du ministère. Cette assemblée générale a offert l'occasion au ministre Hippolyte Da, nommé le 23 novembre 2014, de présenter sa lettre de mission à son personnel. Il a le devoir, entre autres, de poursuivre la mise en œuvre du redressement des entreprises en difficulté, de garantir l'approvisionnement du pays en biens de consommation, d'améliorer l'environnement des affaires et de poursuivre la dynamisation du secteur de l'artisanat. Et pour mener à bien sa mission, le ministre commence par prêter une oreille attentive aux préoccupations du personnel. Les doléances sont vraiment nombreuses. Mais ça ne m'est pas très étranger parce que, comme je l'ai dit, moi-même, je suis du département. C'est des problèmes que j'ai vécus, que je vis. Mais autant que faire se peut, à travers des échanges, je crois qu'on va trouver des pistes de solutions pour amener les uns et les autres à être beaucoup plus, j'allais dire, patriotiques. À travers cette rencontre, c'est un nouveau départ avec de nouvelles idées qui pourraient insuffler un nouveau dynamisme au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, lui permettant ainsi de répondre aux multiples attentes des populations burkinabées après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Au Conseil supérieur de la communication, on annonce un plan stratégique sur 10 ans. Une vision partagée hier avec l'ensemble du personnel au cours d'une formation sur les notions de rigueur professionnelle et d'attitude de service efficace. L'ambition étant de mieux relever les défis de régulation des médias. Nous suivons Olo Poda. Le leadership au service de la gouvernance. Le Conseil supérieur de la communication prône la formation des ressources humaines de qualité pour plus d'efficacité dans la mission de régulation des médias.
Une vision qui passe nécessairement par le renforcement des capacités des agents pour promouvoir l'excellence professionnelle. Et les pistes à explorer sont le développement du leadership du personnel à travers les notions de rigueur professionnelle et attitude de service efficace. Elle a permis aux agents de comprendre ce que c'est qu'une vision, ce qu'il faut mettre dans la vision pour atteindre des résultats satisfaisants. Surtout dans l'attitude envers nos supérieurs hiérarchiques, comment on doit se comporter et comment on doit aussi bien travailler au niveau de nos services pour vraiment avoir la confiance de nos supérieurs hiérarchiques. C'était d'encourager chacun, de donner les clés pour accroître l'excellence professionnelle et enfin pouvoir permettre une plus grande autonomie et tuer, je vais dire, dans nos organisations, la délégation inverse. Donner les moyens pour se bâtir soi-même une ascendance personnelle et professionnelle, l'objectif est affiché. Et le CSC s'inscrit dans une vision de formation continue de son capital humain pour relever les défis du moment. Cette nouvelle équipe-là a une vision et de ce que sera le CSC dans 5 ans et dans 10 ans. Et elle a voulu partager justement cette vision-là avec l'ensemble du personnel administratif qui accompagne le collège. Parce que le collège sans l'administration ne peut rien faire du tout. Donc il fallait que nous partagions cette vision-là avec l'ensemble du personnel. Et c'est ce que nous avons fait ce matin pour dire qu'est-ce que nous voulons, où nous voulons aller et comment nous voulons aller. Mobiliser le capital humain parce que c'est ce que nous avons de plus précieux autour de cette vision-là pour donner corps à cette vision. Convaincu que le succès est fonction de l'attitude et de la vision, le Conseil supérieur de la communication fonde beaucoup d'espoir sur les vertus du leadership. Et la présidente de l'institution de conclure que la réussite des missions assignées au collège des conseils dépend aussi de l'engagement, de la responsabilité et du professionnalisme de tous les agents. Et le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires fait commandeur de l'ordre national une distinction pour son abnégation au travail et sa contribution à la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La décoration, c'était hier vendredi et Amandine Lalsaga y était. Une cérémonie sobre, brève, mais d'une grande importance pour Lassina Zerbo. Par cet acte, le secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires OTIS est élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Ces efforts pour la préservation de la paix et la sécurité internationale sont reconnus et récompensés ici par la nation entière. Une distinction qu'il reçoit avec humilité. Vous savez, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires rentre dans le cadre du traité de non-prolifération qui, tous les deux, s'assurent que la Terre, le monde entier, reste en sécurité et en paix. Et si nous empêchons le développement des armes de destruction massive, c'est bien précisément pour éviter les grandes guerres. Et le message que j'ai aujourd'hui pour le Faso, c'est si cette distinction m'est faite dans le cadre de la paix et la sécurité, je demande au Tout-Puissant que la paix et la sécurité règnent au Burkina et que nous restons dans un monde d'harmonie. L'actuel secrétaire exécutif de l'OTIS a été élu à ce poste en octobre 2012. Il a d'abord passé 8 ans à la tête de la direction du Centre international des données du système de surveillance. Lassina Zerbo est titulaire d'un doctorat en géophysique. Et puis l'association burkinabé pour le soutien social et sanitaire des jeunes apporte sa pierre à la lutte contre les violences faites aux enfants. Cela se passe à travers une formation qu'elle a initiée au profit des pères messagers sur les techniques d'animation et d'approche des parents des victimes. Yolande Lompo pour les précisions. Ils ont des droits et des devoirs et se doivent d'être protégés. Dorénavant, dans les arrondissements 6 et 7 de la ville de Ouagadougou, ces pères messagers uniront leurs efforts pour dénoncer auprès du ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale d'éventuels cas d'enfants victimes de maltraitance. Ce micro-projet sur la formation des pères messagers en technique d'animation financé par l'Union européenne et Terre des Hommes est porté par l'association burkinabé pour le soutien social et sanitaire des jeunes, ABSJ. Un père messager,
Ce sont des individus, des gens qui sont dans la communauté, qui ont un certain message, qui sont des exemples. Par rapport à cette formation, nous avons formé des pères messagers et puis des mères messagers. Si la violence faite aux enfants. Comme vous savez, il y a certains enfants qui sont violentés dans les familles, qui vraiment pour les identifier, c'est difficile. Généralement, les gens cachent ce genre de situation-là. Nantis de connaissances après une formation de 112 heures, ils savent à présent comment identifier et prendre en charge ces cas. Il y a plusieurs types de violences. Il y a des violences qu'on minimisait, mais avec cette formation, nous arrivions vraiment à comprendre que ce que nous ne pensons pas que ce sont des violences et pourtant ça blesse profondément les enfants. L'objectif étant de contribuer à la réduction des violences faites aux enfants au Burkina Faso. Environ 1500 personnes seront touchées. Côté sécurité routière, les chiffres sont toujours aussi alarmants. En 2014, on a enregistré plus de 300 cas d'accidents mortels sur l'ensemble des 1300 cas répertoriés, une légère baisse par rapport à 2013, mais qui n'empêche pas la gendarmerie nationale d'interpeller encore vivement les usagers sur le civisme et le respect surtout du code de la route aussi. Sylvestre Da. Au plan national, la brigade de prévention routière a relevé 1989 cas d'accidents en 2013 contre un total de 1378 cas en 2014. Si ces chiffres sont un peu rassurants de façon générale, le cas de la province du Kadiogo mérite une attention particulière avec une hausse importante du nombre d'accidents de 2013 à 2014. Courant 2013, elle a constaté 443 cas d'accidents de la circulation routière ayant occasionné 10 morts, 201 blessés et d'importants dégâts matériels. En 2014, elle a enregistré 579 cas ayant occasionné 13 morts, 217 blessés et d'importants dégâts matériels. Cette hausse considérable de 13,3% serait due d'une part à l'incivisme lié à la circulation routière et d'autre part à la levée de certains postes de contrôle interurbain, à l'augmentation des engins à 2 roues, ainsi qu'au nombre croissant des tricycles. Selon les rapports de la brigade de prévention routière, l'incivisme est l'une des principales causes des accidents de la circulation routière. Il se manifeste même aux abords de la gendarmerie de Paspanga. Le non-respect des feux tricolores en face de cette gendarmerie a entraîné la mort d'un gendarme. Outre l'incivisme, la brigade souligne que les causes d'accidents sont multiples. Pour réduire le nombre croissant des accidents, la gendarmerie entend passer par la sensibilisation en premier lieu et ensuite la répression suivra. Les fidèles musulmans de Toulfé ont commémoré la nuit d'hier, le Mouloud. La fête marquant l'anniversaire du prophète Mohamed a été célébrée à travers recueillement et animation. L'on a prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Brice Kietaga. Sur la place de la grande mosquée de Toulfé, ce sont des recueillements, animations, récitations sur la vie du prophète et prêches qui ponctuent ce rassemblement de fidèles musulmans. Et ils étaient plusieurs centaines à converger vers cette localité pour commémorer la naissance du prophète Mohamed. Un moment pour les guides spirituels de rappeler l'importance du Mouloud. Le Mouloud, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohamed. Et ce soir, nous allons enseigner aux musulmans la vie du prophète et son exemple parmi ses proches. La place du savoir dans la vie du croyant était le principal thème abordé au cours de cette nuit de prière et de méditation. Cette soirée thématique vise à renforcer la recherche du savoir, un acte fondamental dans la vie de tout musulman et en particulier les jeunes. Le savoir doit se chercher par tout le monde, tous les musulmans doivent le savoir, femmes, hommes, enfants, grands, tout le monde doit le savoir et vraiment suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour vraiment enseigner et encourager les enfants vers la recherche du savoir, vers la connaissance du prophète, la connaissance de l'islam, pour vraiment embrasser cette religion de paix, cette religion de tolérance, cette religion de compassion, qui montre vraiment la fraternité islamique, la fraternité avec le reste du monde. Et la religion, c'est une chose bénie parce que ça permet à un équilibre social, à une cohésion sociale
Donc c'est un dynamisme vraiment que j'accompagne et je fais un appel à la jeunesse de s'intéresser à la religion car elle est fondamentale. Les musulmans de Toulfé, réunis autour des différents patriarches, à l'occasion du Mouloud, ont également prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina et partout dans le monde. Et pour terminer, les échos de nos étalons en Afrique du Sud. Sachez qu'en match de préparation joué cet après-midi à Nelspruit, les étalons ont battu le Swaziland sur le score de 5-1. Une victoire de bon augure dans la préparation à la CAN de 2015 qui débute dans une semaine exactement. Le deuxième match amical des étalons interviendra le 13 janvier face au Botswana, après quoi le 11 national partira pour la Guinée équatoriale. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Une excellente fin de soirée à tous et à toutes et à demain.